Bonjour à toutes et tous et merci de nous avoir rejoints pour ce troisième webinaire Access Security. Ceux d'entre vous qui peuvent le faire, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message pour que nous vérifions bien que vous receviez l'image et le son. Pour mémoire, notre second webinaire, le 3 juin dernier, qui est toujours d'ailleurs disponible sur le replay de la page web d'Access Security, avait pour but de nous placer dans la tête d'un hacker afin d'essayer de prévenir une cyberattaque. Mais parfois, malgré toutes les précautions prises en défense, une attaque finit par réussir. Celle de la mairie d'Angers a eu lieu dans la nuit du vendredi 16 au samedi 17 janvier 2020. D'abord, c'est le compte personnel du maire qui a été piraté et ensuite, une attaque d'une plus grande ampleur a visé les services informatiques et numériques de la mairie. Tous les services se sont retrouvés à l'âge du papier et du crayon et du fax. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le témoignage de Christophe Béchu, maire de la ville d'Angers, sur le site de France Télévisions. Se protéger des attaques informatiques est un combat de tous les jours. On l'a vu avec le premier webinaire, on l'a vu aussi avec le deuxième webinaire. D'autant qu'en parallèle, selon une étude menée par le MIT américain, citée dans la revue Le Monde Informatique le 24 septembre dernier, la découverte de failles inédites appelées Zero Day est passée de 28 en 2019 à 37 en 2020, et alors que l'année 2021 n'est pas terminée, nous sommes déjà à 66 failles Zero Day détectées. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à cette question. Lorsqu'une attaque réussit et que le monde s'écroule autour de nous, que devons-nous faire? Est-il facile de réagir à une cyberattaque qui a réussi à franchir nos lignes de défense? Comment gérer ce type de crise particulière? Comment maintenir nos activités dès lors qu'elles sont dépendantes, plus ou moins, plus d'ailleurs aujourd'hui, de l'univers numérique? Voici plusieurs questions auxquelles nous allons tâcher de répondre au cours de ces 59 minutes d'échange. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir deux spécialistes du cybermonde, Monsieur Jérôme Poggi, responsable de la sécurité des systèmes d'information de la ville de Marseille, et Monsieur Jean-Pierre Passemard, major de gendarmerie et chef adjoint à la section opérationnelle de la lutte contre les cybermenaces de la gendarmerie du Var. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Ce que j'évoquais pour la ville d'Angers en introduction, notre métropole, Marseille, l'a aussi vécu de plein fouet 2 mois après, dans la nuit du 13 au 14 mars 2020. C'est pourquoi nous avons choisi de partager avec vous ce retour d'expérience qui a impacté plusieurs de nos concitoyens. Et l'évocation de cet événement amène naturellement une première question. Qu'est-ce que cela fait de se découvrir victime d'une cyberattaque paralysante? Et je commence par vous, Monsieur Poggi. Quand on est le gardien du temple numérique, le soldat placé en première ligne, comment est-ce qu'on vit ça? On ne le vit pas très bien. On le vit pas très bien puisque pour nous, ça s'est passé un samedi matin. Donc réveil à 7 heures. Un samedi, juste avant le premier tour des élections municipales et juste avant le premier grand confinement. Donc ça, quand je dis ça se passe pas très bien, c'est que c'est assez compliqué à vivre. On se dit on est toujours prêt, mais c'est pas toujours le cas. Donc on commence à avertir un peu tout le monde, on commence à découvrir les choses. On apprend que l'astreinte téléphonique a appelé tôt dans le matin pour dire au secours, on n'a plus rien. Et on commence à chercher. Et on cherche, mais au début on se dit non, c'est pas possible, c'est pas une attaque. Ça peut pas être une attaque. Non, c'est pas possible. Donc ça, c'est un des grands problèmes qu'on a lorsque il y a une cyberattaque, c'est que on veut pas le vivre. Donc on a un déni de ce qui se passe, mais quand on s'en aperçoit, quand on le découvre, quand on le confirme, c'est un moment très particulier à passer. Alors moi, je m'en souviens encore. Énormément, surtout du message que j'ai envoyé sur notre messagerie instantanée, de dire compromission confirmée.
Et à partir de là, la crise démarre et on y va. En fait, là, comme vous nous l'avez dit, tel que je l'ai ressenti au travers de vos propos, on passe, la victime, en tout cas, vous, vos services, vous passez par toutes les phases caractéristiques de ce qu'est une crise, qui n'est pas forcément cyber, mais la crise en général, c'est-à-dire la sidération, le déni, Oui. la colère Obligé. et l'acceptation. Au final, oui. Alors, lorsque les experts arrivent pour aider et secourir la victime, en l'occurrence vous et vos équipes, cet état psychologique, il est perceptible? Est-ce qu'il est pris en compte? Major Passemard, la détresse évoquée par M. Poggi, c'est quelque chose qui vous parle? Tout à fait. Donc pour nous, la difficulté lorsqu'on arrive sur les lieux, c'est souvent de pouvoir rebooster l'ensemble de l'équipe technique et des dirigeants qui sont sur place. Donc l'enquêteur n'est pas qu'un technicien étatique au sang-froid. Il va rassurer, accompagner toute l'équipe présente. Donc, je vais vous donner un exemple. C'est une petite mairie du Haut-Var qui voit à la veille de Noël, plus exactement le 20 décembre, son système d'information entièrement paralysé. Donc, nous sommes actionnés par le directeur de cabinet du préfet qui nous demande de rejoindre les lieux rapidement et de pouvoir essayer de remettre en action cette institution au plus vite. Donc à notre arrivée sur les lieux, deux grandes problématiques. Relancer l'activité de la mairie en elle-même au plus vite et rebooster donc, le staff technique complètement abattu par la paralysie des systèmes. Donc pendant un quart d'heure, on s'improvise un petit peu psychologue et on va faire en sorte, par une discussion, de la persuasion de notre part, de retrouver la confiance et de permettre d'accepter la collaboration afin de réussir notre opération de remédiation. Pour ce faire, nous avons rassemblé une dizaine de collaborateurs avec le maire dans une salle de réunion, et comme il n'y avait plus de système informatique du tout, on est repassé à des vecteurs plus traditionnels comme le tableau blanc. Donc on a fait venir 2 tableaux blancs et on s'est fait dans un premier temps expliquer par les responsables informatiques la structure globale et l'architecture du réseau. Et sur un autre tableau, nous marquions au fur et à mesure l'ensemble des actions de remédiation qui avaient été conduites et qui permettaient petit à petit de relancer des bribes de système et de pouvoir à nouveau rendre opérants des services. En parallèle, on a réalisé une opération qui consistait à maintenir le dialogue avec les rançonneurs, qui nous demandaient donc une rançon sous forme de bitcoin, et de pouvoir essayer de réduire par un dialogue de négociation avec le maire et le rançonneur, essayer de réduire le volume de cette rançon. Et au final, en timing? En timing, nous sommes arrivés sur les lieux, il était aux environs de 8 heures, et vers 13 heures, la municipalité était capable de fonctionner, certes en mode dégradé, mais la plupart des services principaux étaient à nouveau opérants. D'accord. Et ce que je note dans vos deux introductions, c'est que vous faites ressortir que les décideurs se trouvent donc dans un premier temps souvent incapables d'agir, tétanisés par la rupture dans le fonctionnement normal du service quelque part. Est-ce qu'on ne pourrait pas y voir une analogie sémantique au choc que l'on vit lorsque l'on est touché dans son corps? Et je pense aux secouristes qui arrivent sur un accident de la route ou sur un accident technologique. Avec des mots simples, ne faudrait-il pas protéger, alerter, secourir en cas de cyberattaque? Monsieur Passemard? Oui, tout à fait. On se retrouve un peu dans une position de primo-intervenant de style SAMU, où on va essayer de réanimer la victime le plus rapidement possible en ayant les gestes que vous venez de décrire. En fait,
une fois que vous avez fait ça, est-ce qu'il y a des premières mesures qu'il vous faut prendre quand vous arrivez sur place en dehors pour être beaucoup plus pratico-pratique vis-à-vis du monde informatique? On est quelque part sur une scène de crime, Oui. bien que cette scène de crime, par rapport à une scène de crime classique où on va avoir un corps au milieu d'une pièce, là, la scène de crime va se porter sur du numérique. Donc ça va être des serveurs, ça va être éventuellement des disques durs, De l'immatériel. de l'immatériel, différents appareils matériels. Et il va nous falloir faire, comme dans le cadre d'une scène de crime, un gel des lieux pour essayer de préserver au maximum les éventuelles traces numériques qui ont pu être laissées par les auteurs de l'infraction. Et là, vous avez un dialogue donc avec les responsables informatiques, soit de la mairie, soit de l'organisation, soit de l'entreprise qui est visée ou victime. Tout à fait. C'est une collaboration en commun avec les responsables informatiques d'un côté et les décideurs de l'autre, car ne l'oublions pas, dans le cadre d'une mairie, c'est quand même le maire et son DGS qui vont prendre le lead et la direction en elle-même des opérations, la partie technique n'étant qu'un des volets de la crise. Vous êtes capable, vous, les gendarmes, d'aller trouver dans le système informatique, j'allais dire, les empreintes des cambrioleurs? Oui, tout à fait. Comme dans un cambriolage, on va rechercher donc ces fameuses traces numériques. Soit on est en mesure de les détecter relativement rapidement, et auquel cas on va conduire une enquête directement. Soit on va procéder à des copies de l'ensemble de la scène de crime en elle-même à travers les différents disques durs, les serveurs, etc. Et ces éléments seront analysés a posteriori par d'autres services que peuvent être l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie ou le C3N. Le C3N pour? Le C3N pour centre de lutte contre les cybermenaces. D'accord. En fait, donc, pour s'assurer qu'un hacker puisse être poursuivi en justice, ce que vous nous dites, c'est qu'il est important de conserver les traces de son passage, de son infraction dans le système informatique. Mais est-ce que c'est la priorité de la victime? Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus, Monsieur Poggi? Parce que ça, c'est les exigences des services d'enquête. C'est les exigences, oui. Et c'est évidemment, on essaye. Parce que moi, je suis quand même dans la cyber depuis pas mal d'années. Donc, puis malgré tout, j'étais un peu préparé, même si on ne l'est jamais assez. Donc, effectivement, la première des choses qu'on a fait, c'est ce qu'on appelle, nous, bunkerisation. Donc, on s'est refermé sur nous-mêmes. On a tout isolé, le système d'information, ce qui marchait, ce qui ne marchait pas, pour justement garder cette scène de crime, geler cette scène de crime, avoir des photos, donc, puisqu'on a fait des copies de serveurs, on a fait des copies de postes de travail, parce qu'il y avait encore des choses. Donc, il a fallu réagir très rapidement, puisque le temps, c'est très important à ce moment-là. Donc, on a récupéré ce qu'on appelle, nous, des indices de compromission, ou IOC, donc qui permettent d'identifier, là, il y a quelque chose de particulier, là, il y a quelque chose de particulier, et savoir si on le retrouve à d'autres endroits. Donc, ça, c'est les premières choses. Et évidemment, il faut assurer, là, pour nous, c'était assurer les élections. Donc ça, on l'a fait oui, c'est avec... vrai que ça tombait la veille des élections. Et oui, c'était la veille des élections. Donc ça, on a une équipe qui s'est occupée de toute la partie élection, qui a géré ça d'une main de maître. Et nous, équipe technique, on s'est vraiment occupé, au début un peu plus que la partie technique, on s'est vraiment occupé de... Donc, puisque sans sauvegarde, on ne peut plus rien faire. Voilà, donc... isoler aussi les sauvegardes. Dispo et intègre. Oui, dispo et intègre, oui, tout à fait, parce qu'une sauvegarde n'existe qu'au moment où on la restaure. Donc ça, on a vraiment isolé, fait attention. C'est là qu'on a découvert quand même des choses qui étaient encore en cours, d'où la bunkerisation la plus rapidement possible. Quand vous dites en cours, c'est le hacker, enfin les les visiteurs visiteurs étaient encore là. Voilà. Donc ça a permis de stopper... les garder des informations aussi, puisque quand on les coupe, ils n'ont pas le temps d'effacer leurs traces, d'effacer les actions qu'ils auraient pu démarrer. Donc on en a arrêté, on a découvert des choses, évidemment sur toute la partie. Et ensuite on appelle à l'aide.
Donc ça, c'est déjà pour pouvoir appeler à l'aide, il faut savoir qui il faut appeler à l'aide. Donc nous, dans notre cas-là, il y avait les élections qui allaient arriver, donc on a tout de suite appelé l'ANSSI, l'Agence nationale de l'Agence sécurité nationale des de sécurité des systèmes d'information, d'information, qui a réagi très rapidement au vu de l'affaire. Ensuite, on a fait appel du coup, à la police nationale, puisqu'on est dans une juridiction police nationale. C'est monté jusqu'à Paris dans la journée, hein, puisque l'affaire était assez importante. Oui. Voilà. Nous, c'est carrément la BEFTI qui s'est occupée de nous. La brigade la BEFTI. Oui, la BEFTI, de l'OCLCTIC. Voilà. Oui, les abréviations. Oui, les acronymes. Oui, bon, donc on a pris contact, etc. Et le fait d'avoir tout figé, d'avoir réagi très rapidement a permis de garder beaucoup d'informations qui nous ont ensuite servi. D'accord. Et si je comprends bien ce que vous me dites tous les deux, en fin de compte, le gel des lieux numériques, c'est donc bien une photographie du champ de bataille pour garder la mémoire de l'attaque, avant de procéder à la remise en marche des systèmes informatiques. Mais pour nos internautes là, qui se retrouveraient dans une situation similaire, moi, je pose cette question. Est-il possible de continuer à travailler avec un système d'information en rade, sans informatique du tout, je dirais? Est-ce que la digitalisation de notre société et de nos services n'est pas notre talon d'Achille, M. Poggi? Est-ce que pour la mairie de Marseille, ça a été le cas? En partie oui, mais en partie non, puisqu'on a réussi à se débrouiller, à assurer ce qui valait, en particulier l'état civil. L'état civil a fonctionné comme presque normalement, hein, puisqu'on est reparti au mode papier, au fax aussi. Hein, on avait encore quelques fax, donc des choses, certains diraient de l'ancien temps, mais ça sert encore, ça marche toujours, même si on n'a plus d'électricité ou si on n'a plus d'informatique. Donc ça, ce sont des choses. Mais évidemment, pour avoir tout ça, il faut avoir ce qu'on appelle un PRA, donc plan de reprise d'activité, ou un PCA, plan de continuité d'activité, ce qu'on avait mis en place. Donc on a pu les déclencher. Ça nous a permis d'avancer, de continuer à assurer le service aux citoyens. Et ensuite de pouvoir travailler sereinement, de pouvoir déclencher ce qu'on appelle nous les analyses post-incident, hein, où on a commencé à étudier ce qui s'était passé, à savoir ce qui s'était passé, parce que la première des choses, c'est qu'est-ce qui s'est passé, par où ils sont arrivés, comment ils sont arrivés, pourquoi ils sont là. Donc tout ce genre de questions, il a fallu y répondre. Et pour y répondre, il faut avoir un socle minimum, donc un mini système d'information qui permet de redémarrer. Donc c'est ce qu'on a mis en place. On avait la chance d'avoir les équipes et les équipements adéquats sur place. Donc on a eu justement vraiment une chance de pouvoir démarrer comme ça, parce que je sais que d'autres sociétés ou d'autres mairies qui sont plus petites n'ont pas cette chance et n'ont pas cette capacité à pouvoir réagir d'eux-mêmes rapidement. Et ça nous a permis de travailler rapidement. Donc là, on a fait appel à un prestataire de service qui... On les a appelés, il était 14h, ils étaient là à 23h, hein, donc quelque chose de très rapide, même en venant de Paris. Et on a commencé à travailler donc, sur les preuves, sur ce système d'information de base, étudier la scène de crime. Avec cette société, avec l'ANSSI, avec la police nationale, à partir de là. Donc là, les nuits ont été un peu courtes, hein, si on peut appeler ça des nuits. Voilà. Et, vraiment dans la gestion. Oui, là, on rentre vraiment dans la gestion, et c'est là où... donc la partie technique, c'est bien, on sait faire, mais il y a une partie un petit peu importante qui est la gestion humaine. Là, les équipes, on est tous dans une énorme salle à travailler, à distribuer les tâches, à faire chacun nos actions. On n'a pas le temps d'aller manger, donc il y a des équipes qui vont chercher à manger, qui nous amènent pain au chocolat, le petit café, les pizzas, voilà. C'est ce petit plus qui permet d'avoir cette entente, cette discussion, et d'avancer sereinement et humainement facilement. Ouais, comme dans toutes les cellules de crise, il faut penser logistique et soutien Tout pour pouvoir durer dans le temps. Mais en fait, ce que vous nous dites, c'est que pour vous aider, vous avez fait appel à un prestataire de service, dont c'est le métier, qui est extérieur à la ville de Marseille.
Ce n'est donc pas du ressort des services de l'État qui vous ont pourtant demandé de conserver les traces numériques dans vos systèmes. C'est vrai, Monsieur Passemard ? Oui, tout à fait. Nous, généralement, on s'entoure. Quand c'est vraiment une petite municipalité, comme le cas que j'ai présenté, on a nous-mêmes procédé avec le concours donc, des techniciens de la mairie aux opérations de remédiation, mais ce n'est pas notre travail principal. On va s'entourer pour ça de toute une série de sociétés spécialisées en informatique. Et par exemple, sur Toulon et le Var plus généralement, on travaille beaucoup avec le C2RC, qui est un embryon de CERT régional, qui lui va faire l'interface et gérer toute cette partie de mise en relation entre la victime et des prestataires certifiés, privés, certifiés, à même de pouvoir gérer ce style de travail, parce que c'est un travail particulier qui ne relève pas des informaticiens classiques, je dirais entre guillemets, mais vraiment d'équipes spécialisées dans le domaine de la remédiation et, comme l'a dit M. Poggi, du PCA, PRA. Quand vous dites certifié, on est d'accord que c'est par des grands organismes comme l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Tout à fait. Il existe divers labels, les labels de l'ANSSI, les labels de cybermalveillance, qui permettent de se dire qu'on va faire appel à des prestataires de qualité qui ont les moyens techniques, juridiques, etc., de pouvoir vous aider dans de bonnes conditions. Mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, et comme l'a dit M. Poggi, c'est que, quoi qu'il en soit, pour continuer à travailler, il faut un minimum de ressources informatiques. Alors, il faut avoir un minimum, un socle de sauvegarde. La principale donnée, c'est la sauvegarde dans le cadre où le système entier tombe ou est chiffré. Avoir un minimum de socle de sauvegarde sécure sur lequel on peut s'appuyer pour pouvoir relancer rapidement, au moins en mode dégradé, l'activité générale de la municipalité ou de l'institution. Et pour le cas échéant, sur une petite entreprise ou une petite mairie, le fait d'avoir un autre ordinateur en spare, enfin en secours, qui soit déconnecté du réseau, c'est pas une mauvaise idée, quoi. Non, c'est pas une mauvaise idée. Et avoir également en amont tout un carnet de gens à qui on peut faire appel, parce que c'est pas quand on est dans la crise avec quelque part la tête sous l'eau qu'on va être en mesure de chercher quels sont les prestataires qui vont pouvoir nous aider. Là, on est dans l'urgence et il va falloir agir très très rapidement. Et M. Poggi l'a dit tout à l'heure, vous l'avez aussi dit, le plan de reprise d'activité ou le plan de continuité d'activité, en fonction de l'état où on se trouve, justement, il est fait pour référencer tous les contacts qui permettent, dans toutes les situations, de trouver la bonne personne pour répondre à notre problématique. Alors, cette remarque me permet de rebondir sur le fait que dans le cheminement d'une crise, quelle qu'elle soit, cyber ou pas cyber, le retour à l'état initial, ça reste une vue de l'esprit. Parce que la crise, elle laisse des traces, quoi qu'on en dise. Alors ma question suivante est celle-ci. Qu'en est-il de la restauration des systèmes au jour d'avant et pour le coup, quid de l'après-crise? Essayons de nous projeter. La gestion de la crise, déjà, c'est un phénomène complexe et polymorphe qui demande des compétences variées, donc de l'informatique, bien sûr, mais on va avoir également une partie communication, gestion en elle-même de l'événement par rapport au tiers, et une partie, quelque part, juridique, avec tout ce qui va se décomposer dans le dépôt de plainte, tout le volet juridique en lui-même. Mais ça va être également de l'organisationnel, et donc il va falloir mettre en œuvre une équipe certes technique, mais qui va être pluridisciplinaire et transverse dans son approche du sinistre. Quelle que soit la taille de la victime, enfin je veux dire la taille humaine, que ce soit une grande ville ou une petite mairie, une grande entreprise ou une petite entreprise. Oui, dans l'absolu, oui. Après, on va faire avec les moyens qui sont dans le périmètre de la structure. La mairie de Marseille aura d'autres moyens qu'une petite mairie ou une petite entreprise. Mais dans l'état d'esprit, on va être dans cet état d'esprit-là. D'accord.
les moyens, c'est souvent ce qui nous fait défaut, hein, déjà en temps normal, alors en temps de crise. Vous nous avez parlé tous les deux donc, du plan d'activité, du plan de reprise d'activité, du plan de continuité d'activité. Ces derniers, hein, au regard de ce que vous nous avez dit, doivent donc être bien réfléchis, bien pensés. Ils doivent même être éprouvés. Tout à fait. Monsieur Poggic en a parlé, hein, c'est-à-dire testés dans le cadre d'exercices, sinon annuels, en tout cas le plus souvent possible pour impliquer tous les acteurs concernés qui ne découvrent pas ça. Ça, la tradition veut que c'est très rare qu'on le fasse. C'est déjà très rare qu'on le fasse pour des accidents technologiques. Alors c'est encore plus rare qu'on le fasse pour des accidents cyber. Et pourtant, ça serait la base de tout. Alors, je dirais que même si ces documents, ces plans sont efficients, sont efficaces, est-il simple, lors de leur mise en œuvre, de reconstruire un système d'information ? Alors, reconstruire un système d'information. Donc, nous, pour la petite histoire, on a mis 3 mois pour rétablir 80% de notre système d'information. 3 mois, 80%. Voilà. Ça a été très compliqué. Bon, c'est très cadré, très formalisé, puisque là, il faut gérer les priorités. Déjà, il faut connaître son SI. Nous, on avait nos systèmes d'information. Nous, on avait catalogué toutes nos applications, toutes nos infrastructures. Donc, on savait qu'est-ce qui était critique, qu'est-ce qui ne l'était pas. Donc, qu'est-ce qu'il fallait restaurer en priorité, qu'est-ce qu'il fallait redémarrer en priorité. On a trouvé des choses qui étaient moins prioritaires que ce qu'on pensait, et l'inverse. Donc, j'ai pour habitude de donner l'exemple des concessions de cimetières. Quand vous n'avez plus d'informatique et que vous avez des cimetières, comme on a à Marseille, qui est Saint-Pierre, qui fait plusieurs hectares, savoir que la concession de la famille un tel se trouve à tel endroit, si vous n'avez pas un gros format papier comme on n'a plus, eh bien, vous ne pouvez pas savoir où enterrer le défunt. Et là... Et je crois me souvenir, vous en aviez déjà parlé... Là où ça prend toute son importance, c'est que non seulement c'était la veille des élections, mais c'est qu'on était en plein Covid et que malheureusement, nous déplorions plusieurs décès. Tout à fait. C'est là où... Et c'est là où on a vu justement l'importance de cette petite application là qu'on a restaurée dans les 48 heures, puisque on a pu restaurer beaucoup de choses, parce qu'on n'a perdu aucune donnée. On a eu la chance de ne perdre aucune donnée, ce qui est quand même assez important, assez exceptionnel. C'est parce que vous avez réagi. Parce qu'on a réagi, exactement, on a réagi rapidement, on a pu sauver les sauvegardes, on a pu se bunkeriser, se fermer, voilà, se protéger. Réagir le plus rapidement possible, c'est extrêmement important parce que c'est vraiment, ça se compte en heures, ça se compte en minutes. En minutes, exactement. Puisque si vous loupez le moment où les visiteurs déclenchent une action, eh ben, c'est trop tard. Voilà. Donc ça, on a pu gérer tout ça. Donc on a découvert que les concessions, il fallait impérativement les restaurer. Donc ce qu'on a fait, on a restauré la base de données sur un poste isolé et on l'a amené directement sur place pour que... Pour le public et les parents des victimes, c'était transparent en fin de compte cet incident d'une certaine façon. Ça a un peu retardé, mais ça a été transparent, oui, heureusement, parce qu'on peut pas dire aux familles, écoutez, désolé, on ne sait pas où enterrer les défunts, c'est la fosse commune. Ouais. C'est pas possible, on peut pas. Surtout là, c'est impossible. On ne se l'est pas permis et jamais on ne se le permettra. Donc pour avoir tout ça, il a fallu avoir un système d'information de base, travailler dessus. Donc il a fallu restaurer des briques élémentaires qui étaient vraiment nécessaires. Donc prioriser aussi. Il a fallu dire beaucoup de fois non. Quand on a un chef de service ou un directeur il me dit il me faut ça, mon application est très importante. Non, désolé. Non, vous n'êtes pas plus important que ça, c'est prioritaire. Donc, effectivement, nous, nos priorités, ça a été, donc, ce que je disais, les concessions de cimetières, ça a été la RH, ça a été la finance, les annuaires aussi, mais tout ça, ça a été vraiment restauré très rapidement pour pouvoir démarrer, pour pouvoir payer nos fournisseurs, pour pouvoir gérer nos agents. Ouais, fonctionner à minima. Voilà, fonctionner à minima. Mais vous soulevez un point important qu'on retrouve dans tous les schémas de crise. C'est pas toujours simple de prioriser les actions, car le facteur humain et les égos déjà existants en temps normal, nous ne voilons pas la face, peuvent être exacerbés quand la crise arrive. Il faut un chef ou un dirigeant capable d'imposer ce qui est prioritaire de ce qui peut attendre.
Mais pour que cela soit compris, encore faut-il que cela soit expliqué, d'où ma question, vous laissez transparaître en filigrane, la communication de crise, c'est important en cas de crise cyber ? Très, très important. On a communiqué très rapidement et heureusement, puisque même si on a communiqué très peu, mais il faut communiquer. Laisser le citoyen ou laisser les agents dans l'expectative dire on dit rien, c'est une très très mauvaise chose. Citoyen extérieur, agent en interne. Voilà, pardon. C'est extrêmement important parce que ça rassure, ça permet de dire voilà, ok. On a eu une compromission, ok. Mais voilà, on travaille dessus, on a des équipes, on est aidé de un tel. On donne ni trop peu, parce que en face de nous, il y a quand même une équipe qui nous a attaqués, donc elle peut potentiellement être en instance de surveillance, de voir si elle ne peut pas relancer une deuxième vague, parce que malheureusement, ça arrive, qu'il y ait une surinfection, une surcompromission. Et là, c'est plus que la catastrophe. Voilà. Donc nous, pour la communication, on avait notre service presse qui a travaillé directement avec l'ANSSI pour sortir le communiqué de presse juste comme il faut. Le bon mot, le bon mot. Pas trop, mais comme il faut. Voilà. Mais bon, malgré tout, je vous cache pas qu'on a quand même eu des petites histoires sur Internet, des théories du complot, enfin des trucs complètement farfelus. Voilà, il y en a deux qui étaient assez importantes. Bon, on a fait fi de tout ça puisque voilà, on a quand même bien communiqué pour ça et au moins ça a permis de. Ça a limité. Ça a limité, voilà. Mais de toute façon, il y aura toujours. Oui, voilà. mais ça a limité. C'est ça qui est important parce que en situation de crise, c'est ce que vous nous dites. Il faut soit dédier la mission à quelqu'un dont c'est le métier, parce que ça ne s'improvise pas, la communication de crise, soit se faire aider pour le faire. Et vous nous parliez, nous, de l'ANSSI pour le coup, pour la ville de Marseille, donc vous vous êtes fait aider. Mais justement, si on fait appel à un prestataire de services privés, ou si on veut le faire soi-même, est-ce qu'il n'y a pas un risque, je dirais, de désinformation, sinon de manipulation ? Major, vous en pensez quoi ? Je pense que la com de crise a un savoir-faire précieux et que ce n'est pas l'équipe de rémédiation qui aura le temps de gérer en plus cette pression sur et ses charges de travail. Donc il faut une synergie en amont et des exercices conjoints avec des vrais professionnels de la communication qui vont être aussi bien capables de gérer la communication, mais de parler avec un langage technique, vulgariser le langage technique des techniciens informatiques et des sachants pour le rendre compréhensible au plus grand nombre, comme le disait M. Poggi, aussi bien en interne par rapport aux salariés de l'entreprise qu'en externe avec d'éventuels clients et tous les autres tiers avec lesquels nous sommes en relation. Donc c'est impératif de communiquer durant tout le déroulement de la crise, mais il va falloir mettre le curseur, ne peut-être pas trop en dire, mais sans laisser non plus les tiers dans le flou, ce que vous disiez. Et favoriser ce que disait très justement M. Poggi, les fake news, tout un réseau de fausses informations qui risquent en plus d'empêtrer l'image de la société ou de l'institution encore plus gravement par rapport au sinistre. Vous avez raison de préciser ça parce que, et c'est ce que vous avez dit aussi, c'est vraiment un métier parce que c'est pas parce qu'on reçoit des informations fake news, contradictoires ou des agressions qu'il faut systématiquement réagir. Parfois, il faut ne pas réagir à certaines attaques parce que c'est là où on apprend vraiment le métier de la communication de crise. Mais, et d'ailleurs, ça me rappelle, pour avoir vu ça dans une autre vie, certaines affaires qui ne sont pas des cyber, mais qui étaient des vrais fiascos en termes de communication. Je me souviens de l'affaire Erika, ça ne nous rajeunit pas, mais ça a existé. L'affaire Spanghero aussi, gros problème de communication. Et enfin, l'affaire Cahuzac, mais nous ne ferons pas de politique. Pourtant, les retours d'expérience sont normalement faits pour éviter que cela se reproduise, c'est-à-dire le défaut de communication de crise.
Et en matière de cyberattaque, le retour à la normale et le fonctionnement optimal de l'informatique devrait se suffire à lui-même, puisqu'on est dans un monde... peut-on dire qu'une fois que tout refonctionne, même à 3 mois, 80%, ou à 1 an, je ne sais pas combien de temps vous avez mis pour être à 100%, est-ce qu'on peut dire qu'à la fin, tout est bien et fini bien, et on passe à autre chose, M. Passemard? Alors moi, des RSSI que j'ai eu l'occasion de côtoyer et des personnels informatiques qui avaient été impactés par une crise, Monsieur Poggi l'a fait ressortir également, tous ont été fortement atteints psychologiquement. Une crise cyber, je pourrais la comparer à la victime d'un cambriolage qui rentre, voit son domicile sans dessus-dessous, et il va y avoir l'impact matériel en lui-même, mais l'impact physiologique, physique également. J'ai cru comprendre que pour les victimes de cambriolage, la majorité considérait ça comme un viol. Tout à fait. Et dans le cadre d'une crise cyber, comme l'évoquait tout à l'heure M. Poggi, on est dans un premier temps dans le déni. On est dans une phase transitoire. Où est-ce qu'il y a eu une faute, où ça a péché, et ça va être compliqué psychologiquement déjà d'admettre qu'on a quelque part des difficultés. Et ensuite, on va avoir une petite phase, comme je l'évoquais dans le cadre de la mairie, où on va y avoir une petite phase de baisse, où on est un peu abattu. Et si on n'a pas autour de nous une équipe pour pouvoir nous rebooster et nous remettre en selle pour le combat, parce que quelque part, c'est un combat hein, entre les auteurs et nous, ça peut être compliqué. D'accord. Et on peut en avoir des séquelles plus tard. Mais vous le dites, et je le devine au travers de ce que vous nous avez dit, M. Poggi, c'est donc le métier de RSSI, c'est un métier à risque, quoi. C'est ce que vous nous dites. On voit surtout, nous, l'aspect technique, du brancheur de câble, de l'informaticien, du mec ou de la personne capable de remettre en état le système informatique, mais clairement, on met de côté l'aspect humain, d'une certaine façon, quand on est spectateur extérieur. C'est ça, M. Poggi? Quand on est à l'extérieur, on met de côté l'aspect humain. Quand on est à l'intérieur, c'est pas tout à fait la même chose. Voilà. Nous, ça s'est pas trop mal passé. Enfin, sauf qu'au bout de 9 mois, on a commencé à voir des gens fatigués, des cris dans les couloirs pour pas grand-chose, des engueulades, hein, tout simplement. Parce que les gens sont fatigués, sont épuisés, ils ont tout donné. C'est une charge mentale importante. C'est une charge mentale très importante parce que malgré tout, hein, on se dit mais qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive, j'aurais dû faire ça, et on se sent coupable, on se sent fautif, on cherche où est le problème, pourquoi c'est arrivé, mais si j'avais fait ça, ce serait jamais arrivé, c'est ma faute, voilà. Donc il y a des nuits où on dort pas bien du tout. Psychologiquement, ça peut aller très loin. Oui. Oui. Je connais des RSSI qui ont eu à peu près le même problème, où ça ne s'est pas super bien passé. Hein. C'est burn-out, c'est... grave dépression. Grave dépression, oui. Moi, je ne suis pas passé très très loin. Ouais, non, mais c'est important de le signaler, de le dire parce que ça veut dire que quelque part, il faut... comme dans un attentat terroriste, à une moindre mesure, hein, d'accord, mais ou dans un grave accident, une catastrophe aérienne qu'on a connue ici dans le Var, en Provence-Alpes-Côte d'Azur, pardon. Il y a les victimes, il y a les parents des victimes, et il y a ceux qui interviennent. Et ceux qui interviennent ont besoin aujourd'hui d'un soutien psychologique pendant et après. Pendant et après, oui. On est d'accord, c'est bien le message qu'il faut retenir, en tout cas, de vos deux expériences à tous les deux, vous en tant qu'observateur extérieur et vous en tant qu'intervenant immédiat. Je crois qu'on a fait le tour en 40 minutes
de ce qu'est une gestion de crise cyber en essayant d'avoir tous les aspects, l'aspect technique, l'aspect humain, l'aspect organisationnel. Et pour les 19-20 minutes qui nous restent, nous allons donner la parole à nos internautes qui peuvent, et d'ailleurs qui ont commencé à le faire tout au long de cette petite table ronde. Et nous allons, grâce à M. Poggi et à M. Passemard, répondre à vos questions. Alors, on va les prendre dans l'ordre, si vous voulez bien, et revenir au début, comme ça on aura une chronologie. Est-ce que les attaquants cyber sont parfois arrêtés ou est-ce l'impunité totale, notamment grâce au VPN, à Tor? Tor, c'est un navigateur sécurisé, aux juridictions nationales opaques, c'est-à-dire à nos différences de juridiction. Alors là, je vais dire, les deux peuvent répondre, et je crois que M. Poggi l'avait fait, puisque à la première question, est-ce que les attaquants cyber sont parfois arrêtés? La preuve que oui, puisqu'ils ont commencé, mais vous les avez bloqués, c'est bien ça? Oui, nous on a réussi à les bloquer à ce qu'ils n'aillent pas plus loin, oui, bien sûr, ils ont réussi à passer la première ligne de défense, Ils en ont passé pas mal, mais on s'est bien défendu. Et alors, à la deuxième question, est-ce que c'est impunité totale? Pas du tout. La semaine dernière, le ComCyberGend, donc le commandement du cyberespace de la gendarmerie, qui vient d'être créé depuis peu, pour toutes les forces de sécurité. Pour toute la gendarmerie, regroupant l'ensemble des spécialistes cyber de la gendarmerie. Puisqu'on a créé depuis peu, en prenant vraiment à bras le corps ces problématiques de criminalité numérique, un commandement de la gendarmerie dans le cyberespace, qui est une force complémentaire des autres dimensions que sont la terre, la mer et les airs. C'est une quatrième dimension qui vient de naître, et on va investiguer et travailler sur l'ensemble de ces réseaux numériques. Alors ça, c'est la création, mais vous me dites que justement, ça évite l'impunité totale. J'ai cru comprendre que vous aviez fait une belle réussite, là. Voilà, on a conduit donc la semaine dernière des opérations avec la police ukrainienne qui ont mené à l'arrestation de criminels qui utilisaient des rançons logiciels depuis avril 2020 et qui avaient compromis plus de 100 entreprises à travers l'Europe et le monde, puisqu'ils avaient également agi sur le territoire américain. Donc, pour notre part, en plus des enquêteurs du FBI et des enquêteurs ukrainiens, nous avons déployé sur place un procureur et plusieurs équipes du ComCyberGend. Donc là, on a 2 hackers qui sont sous les verrous. Voilà, 2 hackers qui sont sur les verrous en Ukraine. Ils demandaient des rançons entre 7 et 70 millions d'euros. Et on en a profité pour faire toute une série de saisies d'avoirs criminels, parce que c'est aussi, l'avoir criminel est aussi un objet d'appréhension par la justice de sommes d'argent qui pourraient servir ensuite pour rembourser les victimes. Donc on a perquisitionné 7 propriétés en Ukraine. On a récupéré 323 000 euros en liquidité. On a également saisi des portefeuilles de crypto-monnaies et des voitures de luxe pour un montant global de 217 000 euros. Donc non, il n'y a pas une totale impunité du cybercrime. J'avais cru lire ce matin, vous voyez, c'est tout frais, puisque c'est maintenant sur les médias, sur le réseau, que le portefeuille de crypto-monnaie, c'était 1,9 million de dollars. C'est ça. C'est énorme. Ouais. C'est énorme, en très peu de temps. Donc en très peu de temps, c'est quand même de gros montants de saisies d'avoirs criminels qui ont été réalisés. Une question qui a été posée justement pour Marseille, est-ce que vous avez réglé la rançon? Certainement pas. Certainement pas. Surtout avec l'ANSSI dans vos murs. Non, mais d'une aucune manière, nous n'aurions payé la rançon. C'est impensable. Et la difficulté de passer en comptabilité publique, paiement d'une rançon en bitcoin. C'est assez complexe. C'est une question qui est importante parce que doit-on ou ne doit-on pas payer la rançon? On sait tous, et autour de cette table, qu'il ne faut pas payer la rançon, que si notre système est bien sécurisé et que l'on peut restaurer notre système, on n'a pas besoin de payer la rançon. Encore faut-il être sûr que ces sauvegardes soient opérationnelles. Ça, c'est le plus important. Et puis, Monsieur Clarinard, le fait de payer les rançons
ça entretient cette criminalité. Et donc, par effet boule de neige, ce type de délinquance étant rentable, eh ben, on entretient le système. Oui, et c'est un des points qui a été soulevé, je crois d'ailleurs, par Guillaume Poupard de l'ANSSI, il n'y a pas si longtemps que ça, qui faisait remarquer que quand on prend une assurance cyber, alors actuellement il y a comment dirais-je, un grand débat sur l'assurance cyber parce que ça coûte très cher, mais c'est même un puissant fonds pour les assureurs, puisque entre les collectes de primes et ce qu'ils payent en réalité, le dommage, enfin le delta est important, ils payent plus que ce qu'ils n'engrangent. Mais c'est quelque chose qui est en train d'être retravaillé. Guillaume Poupard disait qu'à un moment donné, les assureurs préféraient payer 1 million d'euros une rançon que de payer 10 millions d'euros de remédiation, c'est-à-dire de restauration du système. Et ça, il faut y mettre un coup d'arrêt parce que justement, l'effet boule de neige, vous le disiez, Major, c'est quelque chose qui est terrible. Alors, non, la question posée, non, la ville de Marseille, comme la petite mairie d'ailleurs, n'a pas payé la rançon. Qui décide des priorités finalement Et là, c'est une équipe de direction qui se base sur les parties techniques et qui se base sur les documents existants qui ont défini justement des priorités en termes de confidentialité, d'intégrité, de disponibilité et de savoir quelle est l'application la plus importante par rapport à l'autre. Mais ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir fait avant. Sinon, c'est très compliqué, effectivement, puisqu'on va avoir des sollicitations de tous les côtés. Il va y avoir des cris, des pleurs, hein, pour être clair, et des hurlements. Et c'est pour ça que nous, on a une équipe qui s'est occupée de ça et qui n'a fait que ça. Et du coup, ça a permis de protéger l'équipe technique, puisqu'il y avait un tampon entre l'équipe technique et l'équipe extérieure. Lors du premier webinaire, Moïse Moyal, le délégué régional pour l'Agence nationale des systèmes d'information, donc l'antenne de la région, il est accompagné en cela par Kevin Edon, donc deux personnages importants dans notre écosystème régional, puisque dès qu'on parle Annecy, il faut penser à eux. Et là, j'ai une question intéressante. Est-ce que l'Annecy n'intervient que pour le public et est-ce que le motif doit être prioritaire ? Il n'y a que l'ANSSI qui pourrait répondre, mais il n'y a que l'ANSSI voilà. qui pourrait répondre. La priorité de l'ANSSI, c'est de sécuriser les OIV. Donc les opérateurs d'importance vitale. D'importance vitale. Après, c'est pas leur unique action non plus. Ils conduisent quand même un certain nombre d'actions de sensibilisation avec notre concours et le concours d'autres administrations pour sensibiliser le plus largement le public, y compris PME, TPE, PMI, sur le risque cyber pour qu'on ait une vraie prise de conscience du risque cyber qui est souvent sous-estimé, alors que, pour vous donner un exemple des statistiques gendarmerie, il représente actuellement 45% des atteintes en entreprise, où le risque financier ne représente plus que 7%, et le risque physique 12%. Donc c'est un risque majeur. J'ai pour habitude de dire cybersécurité, nouvel enjeu sécuritaire du XXIe siècle. Oui, c'est-à-dire qu'il faut penser, quand on dit 45%, allez, faisons-le à la louche, 50%, on est de 50% dans le risque matériel et 50% Tout à fait, dans le risque immatériel. Le risque physique, prenons l'exemple des banques, on a connu tous la période des braquages réguliers dans les établissements bancaires. Actuellement, tout est dématérialisé, il n'y a plus de monnaie, ni dans les banques, ni même de moins en moins dans les commerces. Donc, il n'y a plus d'intérêt d'aller réaliser des braquages. Ces braquages, ils se sont transposés sous la forme de braquages, entre guillemets, numériques. Oui, parce que la monnaie est de plus en plus dématérialisée en tant que telle. Je lisais, et là je rebondis sur une question là, sur les ransomware.
Il n'y a pas si longtemps que ça, un groupe s'est fait, un fournisseur de services pour les infogérants s'est fait hacker. Yazeka, je crois, c'est ça, le nom est à peu près, ça doit ressembler à ça. Il a énormément de clients, et ces mêmes clients qui sont des infogérants ont aussi, eux, pas mal de clients, et d'un seul coup, on se retrouve avec, comment dirais-je, en pluie fluide, Ouais. énormément de sociétés qui se sont fait hacker par ce système, et pas que collatéral en l'espèce qui tombe sur tout le monde. Quand ça touche la mairie, quand ça touche la petite mairie, on n'est que sur à la fois Oui, un one point dans le cas d'espèce, mais quand ça touche et que ça remonte aussi haut, que l'on remonte de plus en plus loin, on peut toucher énormément de monde. Alors, j'ai une question là qui nous arrive. Là, on vient d'apprendre que Facebook avait été bloqué pendant 6 heures. Alors, cyberattaque ou pas cyberattaque ? On ne sait jamais. Dans le cyberespace, on n'est jamais très sûr. Hein. Bon, après, l'explication officielle, c'est ils ont perdu quelques serveurs qui annonçaient leur serveur DNS, donc qui permet de dire Facebook, c'est tel serveur. DNS, c'est les noms de domaine. C'est ça, c'est les noms de domaine. Donc, associer telle URL au serveur physique, et ils ont perdu l'annonce de ces serveurs sur Internet. Du coup, quand le DNS ne fonctionne plus, on n'existe plus. C'est ce qui semble s'être arrivé, et c'est ce que Facebook annonce. Donc après, C'est-à-dire que c'est une erreur interne ? il semblerait que ce soit une erreur interne, oui. Une D'accord, erreur de c'est configuration. pas une cyberattaque. Je sais pas. Non, mais on va dire, ce que nous dit Facebook, c'est que c'est pas Ce que nous dit Facebook, ce n'est pas une cyberattaque. Mais c'est une erreur de voilà. fonctionnement interne. Tout à fait. Et liée à une mise à jour. On a connu ça il n'y a pas longtemps. D'ailleurs, ça arrive aux plus grands. Hein. Je crois me souvenir que ce qui avait été évoqué par Orange au moment de la neutralisation des appels d'urgence, c'était aussi une histoire d'erreur interne, de mise à jour d'un système qui a créé une cascade d'incidents et a fini par bloquer le système. Et je crois, d'après ce que vous nous dites, que Facebook, c'est à peu près la même chose. Ouais. C'est là où c'est énorme, tous ces systèmes complètement intégrés, énormes, et d'un seul coup, tout s'arrête pour tout le monde. Quoi. Que va changer le COM Cybergendre sur la gestion des incidents pour les acteurs du territoire ? Que va changer le COM Cybergendre sur la gestion des incidents pour les acteurs du territoire ? C'est une question très pertinente parce que, pour l'avoir, je crois, entendu, nous avions eu la chance, le Major Passemar et moi, et d'ailleurs Monsieur Poggi aussi, nous avons eu la chance la semaine dernière d'être invités à Terre de Cyber, à Toulon. Terre de Cyber, qui accueillait justement le général de division Marc Bouger, qui est le nouveau COM Cybergendre, et qui a pu nous présenter ce qu'était son dispositif et pourquoi la gendarmerie avait créé cela. Eh bien, les acteurs du territoire, comme nous le disions tout à l'heure, l'ANSSI s'occupe des OIV, et puis en dessous, la gendarmerie, grâce d'ailleurs aussi à l'ANSSI et à cybermalveillance.gouv.fr, nous permet, Jérôme Notin, qui est le patron, nous permet d'être au plus près des petites entreprises, permettre à la gendarmerie d'être au plus près des petites entreprises et des petites collectivités. C'est-à-dire que la portée du COM Cybergendre, c'est de n'oublier personne. C'est ça que j'ai compris. Tout à fait. Et 2 dispositifs vont être mis en place très rapidement. Le dispositif Immune, qui va être des actions de sensibilisation au profit des maires et des responsables des mairies. Et par ailleurs, on a déjà mis en place depuis de nombreuses années avec les CCI, avec la Chambre de l'artisanat, mais également avec le MEDEF, puisqu'une convention a été signée entre le MEDEF et la gendarmerie pour réaliser des actions de sensibilisation au profit des petites et moyennes entreprises, qui est le créneau dans lequel s'investit la gendarmerie, puisque la plupart des grosses entreprises disposent de RSSI ou de personnel qualifié pour mener ces actions de sensibilisation. Alors là, on en revient à ce que l'on avait fait sur le premier et le second webinaire, c'est-à-dire la prévention, l'état de la menace, la prévention, mais là où le COM Cybergendre, apporte sa plus-value,
notamment pour les petites collectivités territoriales et les petites entreprises, c'est justement dans l'intervention. Vous le disiez vous-même, vous êtes intervenu, vous êtes là, et on en parlait tout à l'heure, vous l'avez fait avec la police nationale, vous êtes là pour justement aider à concrétiser la recherche du malfaiteur, du cybercriminel. Et aider également dans la gestion de crise, de par notre historique, qui fait qu'on a été habitué à gérer des crises diverses, que ce soit des meurtres, des accidents. C'est un accompagnement actif, quoi. Voilà, que vous l'évoquiez tout à l'heure avec l'événement le crash de l'avion allemand dans les Hautes-Alpes. Ce sont des scènes de crimes de grande ampleur qu'on a l'habitude de gérer de par la complémentarité de toutes nos unités. Je voudrais terminer, parce que vraiment le facteur humain, moi, dans ce que vous m'avez dit, m'a particulièrement touché. Je crois qu'il est, quand on pense cyber, informatique, c'est tellement dématérialisé qu'on finit par le perdre de vue. Vous m'aviez dit, Monsieur Poggi, il y a 2 ans, quand j'avais animé le Cercle du Capital Humain, je vous avais remis un livre. Et vous m'avez dit que ce livre vous a beaucoup aidé dans le cadre de la crise que vous avez vécue. Vous pouvez nous en parler? Parce que ça, c'est important. Alors, carrément, donc c'est le livre d'Angéline Vagabul, là, qui est Cyberattaque. En fait, on était quelques-uns à l'avoir lu avant notre cyberattaque, et au moment de la cyberattaque, on a revu l'intégralité du livre en même pas 15 secondes, puisqu'en fait, il nous a permis de nous préparer, de voir tout ce qui allait se passer côté citoyen, côté agent chez nous. Et ça nous a énormément aidé pour cette gestion de crise. Et vraiment, là, c'est... Vous saviez ce qu'elle avait vécu? Exactement, on savait ce qu'elle avait vécu, on savait ce qu'on allait vivre. Voilà. D'accord. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que à l'époque, ce livre, vous le trouvez sur Internet, il n'y a pas de difficulté. Et pourquoi je vous en parle? C'est parce que non seulement il a été préfacé par le général Marc Batin-Angoire, un des frères fondateurs du Forum international de la cybersécurité, mais la dernière mouture de ce livre, d'Angéline Vagabul, s'adresse à tout le monde, aux maires, à des gens qui n'y connaissent rien d'ailleurs en informatique, puisqu'elle était, elle, spécialiste de l'information, et elle a vécu la crise NotPetya qui a immobilisé son entreprise, et elle vous fait vivre ça. Elle vous fait vivre tout ce qui s'est fait, vu de son regard de elle non spécialiste de l'informatique. Et aujourd'hui, elle l'a agrémenté avec des petits tests, des petits quiz, des petites façons de se poser les bonnes questions. Donc et là, à l'époque, Jérôme, vous n'aviez pas, je crois, cette version-là. Non, j'avais pas tout ça. Mais aujourd'hui, elle est encore plus complète, et elle vous permet, avec un simple ouvrage, de vous préparer mentalement à ce qui pourrait vous arriver en cas de crise cyber. Et je voudrais rajouter qu'il est vraiment lisible par tout le monde. Tout le monde. Voilà. Il n'y a pas besoin d'être technique. Non. Je crois que nous avons fait le tour. Avant de nous quitter, 3 questions, me dit-on, à Cognac G. C'est pas tout jeune. Avez-vous quantifié le coût de la cyberattaque à Marseille? Matériel et humain. C'est pas quantifiable. C'est important, humain. Voilà, on a beaucoup de monde qui a souffert. Voilà. Je vais presque dire, j'ai pas envie de le savoir, parce que voilà, c'est assez compliqué, c'est assez dur à vivre. Donc, je préfère passer. C'est passé, c'est arrivé. Ok. On a corrigé beaucoup de choses, on a amélioré beaucoup de choses. J'essaye d'oublier. En tout cas, c'est sûrement le service financier qui pourrait nous dire en coût humain et en coût matériel si ça. Je sais même pas. Même pas. Je sais même pas parce que c'est très diffus. Hein. Les entreprises privées, elles, quantifient ça assez facilement. On a eu des entreprises pour lesquelles c'est monté à plusieurs millions d'euros, voire dizaines de millions d'euros. Et la remédiation, comme l'a évoqué M. Poggi, s'est faite en plusieurs mois. J'ai en tête une entreprise qui a été victime d'une cyberattaque en août et qui a entièrement restauré son système d'information avec toutes les facultés premières de ce système qu'au mois de janvier de l'année suivante.
D'accord. Et là, j'ai une dernière question. Ne faudrait-il pas aider les entreprises dans le financement des tests d'intrusion qui sont très coûteux? Alors là, je vous dirais, pour l'expérience, c'est que tout dépend de l'entreprise qui les fait, de la qualité de l'entreprise. Vous pourrez contacter le cas échéant, regarder le webinaire numéro 2 et vous aurez réponse à cette question. Voilà. Alors avant de nous quitter, je vous remercie chaleureusement. Je remercie chaleureusement, en votre nom, donc Monsieur Jérôme Poggi, qui est le RSSI de la ville de Marseille, et Monsieur Jean-Pierre Passemard, chef adjoint à la section opérationnelle de lutte contre les cybermenaces pour la gendarmerie du Var, d'avoir bien voulu nous accompagner sur le plateau de ce 3e webinaire Access Sécurité. Tout ce que nous venons d'évoquer avait pour but de mettre en lumière l'importance d'être préparé à une cybercrise. Au-delà, toutes les thématiques que nous avons abordées à travers les 3 webinaires d'Access Security préfigurent le forum 100% cyber, qui est une journée de conférences et de démonstrations dédiée à la cybersécurité, organisée ici au Palais des Congrès, au Parc Chano à Marseille, le jeudi 2 décembre 2021, pour laquelle nous vous attendons nombreux, tant en présentiel qu'en distanciel. Les inscriptions se font en ligne. Nous vous attendons aussi, et cette fois en présentiel pur, sur le salon euro-méditerranéen de la sécurité globale, Access Security, toujours au Parc Chano et ici au Palais des Congrès, le 9 et 10 mars 2022. Les entreprises œuvrant à la cybersécurité, les services de l'État, seront enchantés de vous présenter leurs solutions, qu'il s'agisse de formation, de prévention ou de remédiation. Ce sera aussi l'occasion d'y entendre tous ceux qui œuvrent à rendre le monde numérique plus sûr. Chers webinautes, chers participants, à vos agendas et à très bientôt.